Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Animag. Je me trouve aujourd'hui à la ferme de la Mercie en Seine-et-Marne, une ferme pédagogique qui propose de nombreuses activités avec les animaux. Et ça tombe bien, voici notre sommaire 100% dédié à nos amis les bêtes. Les animaux sont souvent maltraités par leurs propriétaires et des associations sont parfois obligées d'effectuer des saisies pour sauver ces bêtes en danger. C'est une enquête à suivre dans notre émission. Tous les Français en boivent, mais pourtant, la traite du lait est souvent violente pour les vaches. Nous avons enquêté sur les dessous de la production de cette boisson. Animag s'est aussi intéressé aux chevaux. Dans les courses hippiques, ils sont parfois dopés et les organismes de contrôle semblent un peu laxistes sur ce sujet. Et le milieu équin connaît également un phénomène de maltraitance grandissant, une situation qui indigne les associations de protection animale. C'est bien connu, le chien est le meilleur ami de l'homme et il est même essentiel pour les malvoyants. Pourtant, certains lieux publics refusent l'accès aux chiens guides malgré la loi. Et que faire quand notre animal de compagnie meurt? Certains organismes profitent du malheur des propriétaires pour les arnaquer et s'enrichir. Animag s'est également penché sur la mode des serpents venimeux. Ils sont interdits à la vente en France, mais de plus en plus de personnes sont attirées par ces reptiles dangereux. En France, plusieurs milliers d'animaux sont saisis chaque année pour maltraitance, mais malheureusement beaucoup restent encore entre les mains de propriétaires peu scrupuleux, pour cause le désaccord entre les services vétérinaires et les associations de défense animale. Enquête sur ces modes de sauvetage, Agathe Etilschaff et Jérémy Beckham. Il est 9 h sur la place de l'église de Saint-Gilles dans la Manche. Ce matin, les services vétérinaires et les membres de la fondation 30 millions d'amis se sont donné rendez-vous pour procéder à un sauvetage d'animaux. Aujourd'hui, c'est un agriculteur accusé de ne pas nourrir ses chevaux. Mais le propriétaire ne répond pas. On va le chercher. On va attendre et on va chercher. Il est peut-être dans le coin. Comme il devait rentrer le cheval, il est peut-être derrière dans les prés. Afin de transporter les 6 chevaux, l'installation du matériel est essentielle, notamment la préparation des box dans le camion. Ils sont tous très très maigres. Il y a le poil d'hiver qui cache beaucoup la misère. Les côtes sont apparentes. La pointe des hanches, la coupe qui est complètement plate. Là au niveau de l'encolure c'est pareil, ils sont très très maigres. C'est des chevaux à qui il manque une centaine de kilos là. Donc s'ils ne sont pas malades, hein, c'est vraiment un manque de nourriture. Ça va la rassurer la première. Une à une, les juments sont transférés dans le camion qui les emmènera dans un refuge où des soins médicaux leur seront prodigués. Allez. Allez bien. Oh, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez pour une saisie? On est content de les emmener et de se dire qu'ils vont être mieux entretenus maintenant. C'est au moins ça. C'est toujours un peu décevant de se rendre compte qu'il y a tellement de gens qui nourrissent mal leurs animaux qu'on ne peut pas être heureux, mais en tout cas on est content pour eux, de se dire que maintenant leur vie va être meilleure. Dans quelques heures ils auront mangé. Voilà. Dorénavant, la vie sera plus douce. Mais tous n'ont pas cette chance. En 2013, les services spécialisés ont saisi 1450 animaux vivants. Pourtant, beaucoup d'animaux ne sont pas encore sauvés. En cause, un désaccord. Les associations attendent l'aval de la DDSV pour intervenir et les propriétaires ne sont jamais inquiétés. Quelles sont les méthodes d'enquête? Qui sont ces personnes qui échappent aux services vétérinaires? Et que deviennent les animaux une fois saisis? Arnold Lhomme est le responsable des enquêtes pour 30 millions d'amis. Chaque jour, il reçoit des dizaines d'appels pour signaler des cas de maltraitance. On avait 44 chiens qui étaient vraiment en très mauvais état. On a même découvert un cadavre sur place. Le chien, en fin de compte, on a procédé à une autopsie. Le chien a fait un retournement d'estomac avec 3 croquettes. Il avait tellement plus rien à manger que... Du coup, si vous voulez, le corps s'était atrophié, s'était rétréci, et du coup, avec les 3 croquettes, il s'est, entre guillemets, étouffé le pauvre. Avant d'intervenir, Arnold doit vérifier si les signalements des voisins ou des membres de l'association sont fondés, mais les services vétérinaires manquent de réactivité malgré les preuves à l'appui. Vous avez vu, en fin de compte, les photos de l'intervention d'hier. C'est une enquête qui dure depuis plus d'1 an par les services vétérinaires. Donc le problème, c'est qu'entre le début de l'enquête et le retrait d'hier, il y a eu plusieurs décès. Donc
nous, on n'a pas été confrontés à ça, on n'a pas vu ça, parce qu'on était appelés à la fin pour faire la prise en charge, donc on n'était pas au courant de ce dossier-là, mais eux ont été témoins, je dirais même impuissants volontairement, de ce qui s'est passé. Le problème avec les services vétérinaires, on n'a pas la même interprétation des choses. Eux sont là pour, on va dire, gérer, mais souvent ils ne sont pas forcément dans le conflit. Si la personne n'est pas dans les clous, ils vont faire une mise en demeure et ça va s'arrêter là. Et justement, le trafic des animaux de rue est un des principaux conflits entre les deux services. Dans les rues de Paris, nous avons rencontré un de ces trafiquants nous proposant d'acheter un de ces chiens. Des chiens vivant dans des conditions de vie précaires et restés insaisis. Malgré nos sollicitations, la DDSV n'a pas voulu répondre à ce sujet. Mais tout n'est pas perdu pour ces animaux. Ceux sauvés sont ensuite envoyés dans des refuges comme celui de la SPA à Gennevilliers. Le centre recueille une centaine d'animaux venus de saisie par an. Ils retrouvent souvent une famille d'accueil sensible à leurs souffrances passées. Nous, on fait beaucoup plus de placements de chats que de chiens. En proportion, on doit être à peu près à 1200 chats placés par an pour 800 chiens. On a quand même toute une population qui est très sensibilisée à faire un sauvetage et qui viennent au refuge pour vraiment adopter un animal, sauver un animal. Une bonne nouvelle pour ces animaux à la recherche d'une nouvelle famille. De campagne de publicité en études très sérieuses, tout est fait pour prôner les bienfaits du lait, tant et si bien qu'aujourd'hui, chaque Français consomme en moyenne 53 litres de lait par an. Mais derrière ce chiffre, peu de personnes imaginent le traitement infligé à ces vaches pour en arriver là. Déborah Koslowski et Tom Monogis du Sorbier ont enquêté sur les dessous de la production du lait. Le lait fait partie intégrante du quotidien des Français, mais sans vaches, il n'y en aurait pas. Notre enquête débute ici, au sein de la petite ferme familiale de Saint-Thibault en Seine-et-Marne, où elles sont 35 à produire 260 000 litres tous les ans. Jérémy Coste est le vacher qui veille sur leur bien-être. En plus de préparer lui-même la farine de maïs, de tourteaux de colza fermiers et de graines de lin cultivées dans les alentours, il met un véritable point d'honneur à les gâter par le biais de fruits, mais aussi à les nommer. Ces vaches sont pour lui de véritables collègues. Ça évite de se dire voilà, on est dans le truc production lait laitière à 100% quoi. Non, ici voilà, on fait du lait de qualité, donc on s'occupe principalement du bonheur des vaches, donc voilà, qu'elles soient bien, qu'elles sentent bien. Si elles sont pas bien, elles font pas le lait. Ça, c'est la logique des choses. C'est maintenant parti pour une heure de traite, au cours de laquelle, à tour de rôle, Goastel, Manhattan et toutes leurs copines vont passer 5 bonnes minutes chacune à se faire tirer le lait. Ce moment est censé être libérateur pour les vaches. Il est rendu public par les exploitants. Le but est ici de montrer que leur cheptel s'y rend de bon cœur et sans souffrance. Il y avait un petit problème, donc il y a un trait en fait qui était sectionné. On a essayé de la soigner, mais le problème c'est que ça ne s'est pas résorbé. Du coup, le quartier s'est arrêté tout seul, s'est rétracté. Jérémy compose donc sans difficulté avec toutes les particularités de ses petites protégées. Le lait récolté servira avant tout à produire les yaourts et autres fromages vendus sur l'exploitation, et les visiteurs sont même invités à y goûter. En France, on dénombre actuellement près de 3 500 000 vaches laitières contre 1 million de plus en 1998. Elles produisent environ 23,7 milliards de litres de lait, ce qui a peu évolué. Il s'agit aujourd'hui du secteur de l'industrie alimentaire qui est le plus florissant puisqu'il rapporte près de 25,6 milliards d'euros à l'année. Par ailleurs, les Français consommeraient en un an une moyenne de 53 litres de lait par personne. Mais derrière ces chiffres, peu de personnes se doutent du sort qui est celui des vaches. Pour satisfaire les besoins de la consommation, toutes les fermes ne traitent pas leurs bêtes avec le même respect qu'à Saint-Thibault. Rattachée à la PETA, la L214 est une association qui lutte pour le droit des animaux. C'est en plein cœur de Paris, aux portes de l'Opéra Garnier, que Pascal Salmon et ses militants bénévoles ont choisi de mener une action coup de poing. Par les distributions de tracts informatifs et d'échanges avec les passants, elle tente de sensibiliser tout le monde à la cause animale et n'hésite pas à interpeller pour expliquer dans quelles conditions le lait est fabriqué. Donc on va la faire grandir, elle va finir comme sa mère. Insémination artificielle, la treilleuse aussi, c'est une souffrance terrible. Voilà. Et donc le lait, on peut dire que le lait est une souffrance aussi dans ce cadre-là. Voilà. Ouais. Et bien souvent, les opérations comme celle-ci trouvent des oreilles attentives. En plus d'attirer les curieux, les fervents défenseurs des animaux, ravis que l'amendement sur leur sensibilité ait récemment été voté, font passer un message clair. Tous les êtres vivants devraient être traités de façon égale. Oui, non,
d'accord, c'est pour ça. Si on est contre la violence, on doit être contre toute violence. On ne peut pas être contre la violence uniquement envers les humains. Je pense que c'est important d'élargir aussi notre empathie à tous les êtres vivants. À leurs yeux, les animaux devraient demeurer aussi libres que les hommes. Prônant le véganisme total, ils se font les défenseurs de ces sans-voix, soumis à la société de consommation. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Notre enquête s'achève sur le domaine des 30 arpents appartenant au groupe Rothschild où les priorités sont bien différentes. Ici est produit un brie de renommée mondiale, donc au grand mot, les grands remèdes. Si Gaël Vincent se permet quelques moments de tendresse avec ses vaches, il ne prend pas le temps de les nommer, ce sont ses gagne-pains. Soumises à la saillie annuelle pour produire du lait toute l'année, arrachées à leurs petits, elles subissent aussi 2 traites quotidiennes, ce qui leur provoque bien souvent des mammites. Une vache en production, une 12-13 ans. Après, des vaches qu'on arrête de... Il y a des vaches qui sont gardées pour le plaisir d'être gardées. Il y a 25 ans, il y a des vaches qui ont une vingtaine d'années. Mais elles font plus de lait, elles sont là parce que c'est la petite fille ou l'arrière-petite-fille de telle vache qui était la meilleure vache ou la vache du grand-père. Ici aussi, les vaches se pressent en salle de traite, mais à quel prix? Pour qu'elles soient plus productives et fassent un lait de qualité, le vacher les rationne. Nourries en quantité limitée, elles ne font pas de gras et restent très maigres. Toutes leurs données sont même enregistrées par un bracelet électronique. Il n'y a plus de lait en bas, donc le flotteur ne se remplit plus assez vite. Et elle va décrocher. Et elle a donné 20 litres 20. Et là, c'est la production laitière. Donc on sait que c'est la 90-75 qui a donné 7 litres 5. Aujourd'hui, pareil. Bah, pour l'instant. Quand elle ressortira, elle aura donné une douzaine de litres. Donc chaque vache a son identification et c'est donné par le petit boîtier qui est à la patte avant gauche. Au loin, des meuglements se font entendre. Alerté, le vacher se précipite sur place. Une vache est en train de veuler. Il ne se confiera pas face caméra, mais c'est une génisse qui est née. Et si elle ne finira pas à l'abattoir dans 3 mois parce que c'est une femelle, dans 12 heures, il la séparera de sa mère pour qu'à son tour, elles connaissent le même sort. Il est la peste du monde sportif et cherche à tout prix à être éradiqué. Le dopage est partout, y compris dans le milieu hippique. C'est aux chevaux qu'Animax s'est intéressé, victime d'un système parfois trop laxiste. Organismes de contrôle, vétérinaires, fédérations nationales et internationales, ces acteurs sont aussi honnêtes qu'ils le laissent paraître. Un sujet de Pierre Barbin et Arnaud Blanc. C'est le début de la saison d'équitation à l'hippodrome d'Auteuil. Le galop reprend ses droits sur les champs de course. En coulisses, c'est l'ordre d'arrivée du quintet qui importe. As, 5, 2, 12, 7, 6 2 fois 3 et 9. Et nous rajoutons le numéro 11 pour la pesée, s'il vous plaît. Christine et son équipe de vétérinaires s'affairent. C'est le début du contrôle antidopage. Ah si, oui, moi le gagnant. Aujourd'hui c'est vrai. Mais le temps est compté. 30 minutes pour appliquer le protocole complet. Comme 99% des courses annuelles, Aurore vérifie l'identité du cheval grâce à sa puce électronique. Ok, merci. Un système mis en place depuis 10 ans par la gestion technique des hippodromes parisiens, la GTHP. Jusqu'à la fin du contrôle, l'équidé ne doit pas quitter les yeux d'Aurore, qui se charge de prélever ses urines et 5 fioles de sang. S'ensuit un long travail administratif où Colette dirige les opérations. Et le petit procès verbal, avec le numéro qui correspond au code barre, au sachet et à ce numéro-là. Pour le vainqueur, l'inspection est obligatoire. 5 autres chevaux peuvent être examinés. Les prélèvements sont classifiés avant d'être analysés. Voilà, tout ça passe à votre frigo et ça partira ce soir au laboratoire. Deuxième sport le plus contrôlé après le cyclisme, l'équitation génère 269 millions d'euros de paris en 2014. La FEI et la FNCF sont les principales instances de lutte. Elles recensent 0,23% de cas positifs en 2012. Selon Christian Bazir, la pratique du dopage n'existe pas. Il faut arrêter un petit peu avec le dopage. Il y a très longtemps qu'on a eu vraiment un truc de dopage, ce qu'on appelle dopage, parce qu'entre doper et soigner, c'est complètement différent. Et là, c'est très important de faire la différence, parce que quand un cheval est soigné et qu'il n'a pas, même si le vétérinaire a mis un délai d'attente pour recourir, certains chevaux n'ont pas forcément éliminé, sont en queue de traitement comme on appelle, et arrivent à encore avoir un petit peu quelque chose. Donc c'est très minime, donc c'est des chevaux soignés, mais non dopés.
Un avis nuancé par certains vétérinaires, Laurent Brognier travaille pour la clinique privée Desbrosses. Et dans les Yvelines, un propriétaire fait appel à lui pour un soin sur une jument de compétition. Une intervention banale mais litigieuse. Traiter tout ça pour qu'elle soit mieux pour les prochains concours, quoi. Donc ça, c'est des produits qui sont acceptés. Ça, c'est interdit en compétition. Mais j'ai un temps de doping d'environ 15 jours et son prochain concours, c'est dans une vingtaine de jours. Impeccable. Problème, la réglementation des produits comme la lidocaïne diffère entre la FEI et la FNCF. La FEI, la Fédération équestre internationale, elle a voulu changer les règles. Parce qu'on s'est rendu compte que plus vous êtes trop restrictif, plus vous favorisez le dopage. C'est-à-dire que vous ne permettez pas aux gens de soigner, donc les gens trouvent des astuces pour tricher. Pour quand même soigner sans être autorisé. Les vétérinaires jouent donc sur l'ambiguïté de la législation. Mais alors, est-ce suffisant pour dire que le dopage existe encore? Le dopage existe encore. Quand vous aurez des compétitions, tant que vous aurez des enjeux, vous aurez du dopage. Nous avons confronté la question du dopage à la Fédération française d'équitation. La réponse semble floue. Dit sport, dit dopage, la situation du dopage dans l'équitation, c'est encore d'actualité? Je n'ai pas ce type d'informations, voilà. Mais hors caméra, Frédéric Bouix connaît très bien le sujet. Le dopage, c'est le contrôle d'une molécule dans le sang à un instant T. Soit une molécule interdite, proscrite, on parle de dopage, soit sur des normes tolérées, on parle de médication. C'est le cas du dernier cas qu'il y a eu en concours complet. L'un des derniers cas justement, celui d'Igor Kaviak. En 2008, l'international français était positif à tort à la morphine. Depuis l'étranger, il dévoile une triche plus grande qu'on ne le pense. À haut niveau, il y aura toujours 30% des participants qui vont doper leurs chevaux. Je pense au moins 30. C'est comme ça, il n'y a pas assez de contrôle, je trouve, à mon goût, dans le très haut niveau. Ça commence à venir tout ça. Mais quand on regarde les autres sports, il y a quand même dans ce sport-là 10 ans de retard sur les moyens techniques. Si on se fait contrôler, c'est 1 an d'arrêt et bon, c'est la fin d'une carrière. Ça peut être un cheval à 15 ans de vie dans le haut niveau. Bon, il faut faire attention à ne pas perdre son temps. Et en plus du dopage, un phénomène de maltraitance apparaît dans le milieu équin. Certains propriétaires sont coupables d'abandon, de manque d'entretien ou encore de violence sur leurs chevaux. Des situations qui suscitent l'indignation. Heureusement, des associations viennent en aide à ces bêtes en souffrance. Un reportage de Bastien Morel et Guillaume Genet. Aujourd'hui est un jour particulier pour Torpille. Ce jeune cheval de 12 ans passe en effet sa visite médicale sous l'œil avisé de Charlotte Bourrion, la vétérinaire rattachée au haras de l'Isle-Adam. Un cheval, l'état du cheval, ça va surtout se voir au niveau des côtes. Donc ça, c'est un cheval qui est plutôt avec un état d'embonpoint très très bon, et voire il est presque un tout petit peu en surpoids. Si Torpille est habitué à ce genre de contrôle, c'est parce qu'il est très régulièrement suivi. Sa bonne forme et sa bonne santé, ce cheval le doit avant tout à ses propriétaires qui lui accordent un soin particulier. J'ai pris la fréquence cardiaque, qui est pareil, un indicateur de la santé du cheval, parce qu'un cheval douloureux a la fréquence cardiaque qui augmente. Sur un cheval que je contrôle aussi tous les ans comme ça, on vérifie qu'il n'y ait pas de souffle, ce qui chez lui n'est pas du tout le cas. Là, on a un cheval qui est en parfait état de santé et d'entretien. En France, tous les chevaux ne bénéficient pas des bonnes conditions de vie dont dispose Torpille. Pourtant, si posséder un cheval constitue pour certains un vrai bonheur, pour d'autres, cela présente aussi un lourd poids économique. La majorité des quelques 8000 équidés sont plutôt bien lotis, mais il existe pourtant un phénomène de maltraitance. Qu'il s'agisse d'abandon, de violence, de manque d'entretien ou d'un désintérêt, ce genre de cas arrive beaucoup plus souvent que l'on ne le pense, et l'on estime à environ une centaine le nombre de chevaux maltraités chaque année. Heureusement, il existe des associations qui œuvrent pour ces équidés. C'est le cas de Cheval Avenir, installé dans l'Oise depuis une dizaine d'années. Elle se charge de recueillir des victimes de maltraitance. C'est le cas de Rennes, une jument récupérée il y a une semaine. On l'a eu son dos, elle était tellement maigre, il y avait presque un trou. Elle avait surtout les maladies de peau, elle avait des poux, elle avait des tiques, elle avait tout ce qu'il fallait. À son arrivée dans le centre, l'animal était dans un état préoccupant. Pour la remettre en forme, Philippe l'a d'abord auscultée avant de faire une heureuse découverte. La jument attend un poulain.
un événement qui l'a obligé à faire appel à un vétérinaire. Pour bien vérifier que le poulain était vivant, parce qu'elle peut être gestante, mais on n'était pas sûr que le poulain soit vivant. Hein. Donc il bouge bien, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Elle a bien pris déjà. C'est une belle dame. Elle avait ration de foin beaucoup plus que les autres, hein. C'est évident, on lui donnait à volonté, jusqu'à temps que, bah là, il y est maintenant, c'est bon. Elle prend sa ration le matin, le midi, le soir. Mais elle n'en demande pas plus, donc elle est arrivée à son niveau de nourriture correct. Délaissée par son ancien propriétaire, un homme âgé victime d'un cancer et vivant seul, Reine débute une nouvelle vie sous bonne surveillance. On fait vraiment un suivi médical. Les adoptants qui veulent prendre des chevaux, ils prennent les chevaux en forme, sans aucune pathologie. Et on a un suivi sur ce qui est très important aussi, nous. On ne fait pas adopter à n'importe quelle personne. Si on voit quelqu'un qui n'a pas l'habitude des chevaux, qui veut prendre un pur sang, où il faut avoir un niveau pour le monter, on ne laisse pas l'adopter. La jument découvrira son nouveau propriétaire en Normandie 2 semaines plus tard. Elle y vivra là-bas avec son poulain. A l'inverse de Rennes, d'autres n'ont pas eu la chance d'être adoptés rapidement. Nous nous rendons dans la Manche, où l'association 30 millions d'amis a été appelée pour un sauvetage de 6 chevaux en état de maltraitance. Leurs propriétaires, en état de précarité financière, n'avaient plus les moyens pour les entretenir et leur fournir les soins nécessaires. Les bénévoles craignent que sa longue absence ne les ait rendus plus sauvages et plus hostiles à l'homme. On ne sait pas. Ça sera la surprise, soit il vient vers nous, on l'attrape, soit il va falloir ruser. Signalés par un vétérinaire, les 6 animaux étaient délaissés depuis près de 2 ans. Abandonnés à leur sort et livrés à eux-mêmes, ces derniers souffraient de malnutrition. Alors, en règle générale, c'est toujours état de maigreur, donc la colonne vertébrale apparente, les côtes, bon là qu'on ne voit pas avec le poil d'hiver, mais toutes les côtes sont apparentes, la pointe des hanches, la coupe qui est complètement plate. Là au niveau de l'encolure c'est pareil, ils sont très très maigres. C'est des chevaux à qui il manque une centaine de kilos là à peu près. Donc s'ils sont pas malades, hein, c'est vraiment un manque de nourriture. Si ce jour-là l'intervention se passe relativement bien, il n'en est pas de même pour tous les sauvetages, en particulier lorsque l'état de santé des chevaux est critique. Il y a le poil d'hiver qui cale beaucoup la misère. Oui, malheureusement, il y a toujours pire. Il y a des chevaux vraiment encore plus maigres que ceux-là. Ça peut être des chevaux gravement blessés ou qu'on est obligé d'euthanasier sur place. Ça nous arrive malheureusement. Face à l'abandon, la précarité financière ou l'absence de soins de la part des propriétaires, l'association 30 millions d'amis se pose comme le dernier rempart pour ces équilés maltraités. La direction, les pensions. Et Animag s'est aussi intéressé aux animaux de compagnie. Ils sont aujourd'hui 63 millions en France. Près d'un ménage sur 2 détiendrait un ou plusieurs animaux. Et pour la plupart, ils sont chouchoutés comme de vrais enfants. Cependant, une fois notre compagnon décédé, que faire et à qui s'adresser? Gare aux arnaques, Tara Souvet et Tiffaine Rodriguez. Le décès de l'animal est une étape douloureuse. Isabelle, 65 ans, en garde un souvenir particulier. Si vous voulez, je vais vous montrer ma petite Tequila. C'est un petit animal qui a passé quelques années avec moi, qui m'a bien réconfortée quand j'en avais besoin, plus que les humains parfois. Et donc, elle est toujours dans mon cœur. Je vais vous la montrer. Elle est dans ma petite bibliothèque. Alors, voilà. Regardez comme elle était jolie. J'ai voulu l'enterrer au cimetière de Villepinte, le cimetière pour chiens bien sûr, et je voulais pas la mettre dans une urne qui aurait encombré ma maison où je l'aurais vue en plus tous les jours pour me faire du chagrin. Donc voilà, j'ai préféré l'enterrer, et puis au moins elle aimait l'herbe libre, mais elle est à l'air libre, elle n'est pas du tout enfermée. Alors voilà, je la remets en place, et voilà, c'est mon petit amour. Si Isabelle a choisi d'enterrer son chien dans un cimetière, il existe également d'autres solutions. Si l'animal pèse moins de 40 kg, l'enterrer dans son jardin est une option, sous condition de s'informer au préalable dans votre mairie. Depuis 1996, l'incinération est devenue le premier choix des propriétaires qui ne veulent plus avoir recours à l'équarrissage, une pratique démodée consistant à réduire la dépouille en farine animale. Le centre incinériste d'Étang propose un accompagnement total pour la crémation. Aujourd'hui, l'animal de compagnie prenant une place tellement importante dans le cœur des gens, eh bien, ils ont véritablement envie de savoir que le corps de l'animal va être traité avec beaucoup de dignité et dans des conditions qui sont proches de celles de l'homme, de l'être humain.
Alors, plutôt incinération ou équarrissage? J'ai plutôt choisi l'incinération à l'équarrissage car j'ai voulu l'accompagner une dernière fois à travers la mort et pouvoir lui dire un dernier adieu avant qu'il parte définitivement. Après les adieux, le corps est acheminé jusqu'au four crématoire où il sera brûlé. Justine observera la scène sur un écran depuis une salle mise à disposition. Une initiative qui a pour but le suivi complet de l'intervention pour les propriétaires endeuillés. Une méthode inédite qui détonne de l'équarrissage. Il doit peut-être y avoir en milieu rural quelques vétérinaires qui passent encore par la voie d'équarrissage, mais ça doit être véritablement anecdotique. Évidemment, par définition, nous-mêmes, nous sommes incapables de vous dire de combien ils peuvent être, puisque nous n'avons pas affaire à eux. Nous nous sommes rendus chez un vétérinaire en caméra cachée, aucun d'entre eux n'ayant souhaité aborder cette question taboue. Quelqu'un qui vient, qui récupère le corps, qu'on m'a mis au réfrigérateur en attendant qu'il arrive. Et moi, j'ai carrément posé la question au monsieur qui vient pour savoir, parce que moi aussi, je me posais la question, les clients me posaient la question. Les réponses sont vagues, même pour les principaux intéressés. Pas de quoi rassurer les clients. Justine, elle, aura la satisfaction de récupérer en main propre l'urne contenant les cendres de sa petite Louisa. De retour chez Isabelle, ce sont les mutuelles pour animaux qui la préoccupent. Un jour, mon chien est tombé malade et donc à ce moment-là, j'ai été voir un vétérinaire, on a donné des soins et puis j'ai envoyé donc les attestations, enfin les documents pour me faire rembourser auprès de la compagnie. Et le problème, c'est qu'on m'a renvoyé tous mes documents me disant que ça rentrait pas dans les cases. Alors je voulais bien savoir ce qu'était dans les cases et en fait, le problème, c'est qu'il y a des conditions qu'on ne nous dit pas donc au moment où on souscrit l'assurance. Donc je trouve que là il y a un gros souci dans le sens où on a payé pendant des années religieusement et consciencieusement et au moment où on a besoin de justement de pouvoir se faire rembourser les frais, et le problème c'est que l'assurance n'est pas là. Je me suis constaté tout de suite que c'était une arnaque et donc ce que j'ai fait, j'ai téléphoné à maintes reprises mais j'ai jamais pu obtenir une vraie réponse. Ensuite, je suis passée au courrier. Alors là, j'ai envoyé plein de courriers, recommandés, pas recommandés, et ça a été exactement le même problème, c'est resté lettre morte. La retraitée n'est pas la seule à s'être fait berner. Au vu des nombreux forums pointant du doigt l'assurance ECA dont elle a été victime. Pour comprendre comment cela a pu arriver, nous avons joint un assureur en prétextant vouloir souscrire un contrat. Si mon chien avait été malade ou autre, vous auriez pu l'assurer ou pas? Bah oui, à quoi faire l'assurance si on couvre pas ces maladies, ces frais de santé? Et surprise, quelques minutes plus tard, évoquant le cas d'Isabelle, changement de discours. Elle sera remboursée pour les gros risques. Mais si elle a envoyé en fait des soins, des médicaments et tout, c'est l'incomplète. Si elle n'a pas la garantie adéquate, qui rembourse les choses, automatiquement le dossier sera rejeté. Le contrat paraissait pourtant idéal. C'est chez nous, en fait, c'est viagère, d'accord? Garde animale jusqu'à fin de vie avec les mêmes taux de remboursement et les mêmes garanties. On ne change absolument pas. D'accord, parce que... Et pour ce que vous optez aujourd'hui, vous le gardez à fin de vie. Même le remboursement, quoi qu'il soit, état de santé ou l'âge, on ne change rien. Et les promesses contradictoires continuent. À nouveau, l'interlocutrice d'ECA Assurance change de discours. En fait, vous pouvez avoir l'assurance, mais pas les mêmes garanties jusqu'à fin de vie. Ça change. C'est leur état de santé ou l'âge. Un coup oui, un coup non, les réponses changeantes ne laissent aucun doute quant à la fiabilité de l'assurance. Les failles bien pensées empêchent pour le moment tout recours en justice, même si certains avocats tentent à se spécialiser sur le sujet. La meilleure solution reste encore la méfiance. Regrouper tous pour faire une action contre ces gens-là. Ils sont indispensables à leur maître et pourtant, les chiens guides d'aveugles sont refusés dans certains lieux publics et les espaces communs préfèrent parfois tomber dans l'illégalité plutôt que d'accepter ces accompagnateurs. Louari Laristan et Julien Pereira ont mené l'enquête. Christelle est aveugle depuis ses 2 ans. Son chien guide, Elfie, n'est pas accepté dans tous les lieux publics. Depuis quelques années, la non-voyante est en conflit avec le responsable d'une grande salle de concert parisienne qui refuse l'accès à Elfie par précaution. Une société, je ne sais pas laquelle, de protection des animaux qui lui a dit que c'était mieux pour le chien. Donc moi derrière qui dit mais oui mais je vais dans plein de salles de spectacle, plein de concerts avec mon chien, j'ai aucun souci, toutes les autres je rentre. Et bah oui mais lui il va vous dire oui mais la société m'a dit qu'il fallait pas que les chiens rentrent.
Dans ce cas, le préjudice moral affecte autant Christelle que la chienne de 7 ans. Je suis sortie du concert, ma chienne, je l'entendais hurler et aboyer. J'ai des gens à l'entracte qui sont venus me le dire. Parce qu'ils m'avaient mis au coin personne à mobilité réduite, il y a des gens qui sont venus me le dire que mon chien hurlait dehors. Pour constater les difficultés des malvoyants, nous nous sommes rendus en plein cœur de Paris avec Christelle et Elfie. Nous entrons dans un supermarché du 2e arrondissement. Monsieur, c'est un chien guide. C'est un chien guide, monsieur. Quelques mètres suffisent à alerter les employés qui évoquent un motif sanitaire. Mais elle a le droit de rentrer avec. Oui, c'est ça, je sais, mais il y a mangé, c'est ça qui Oui, je sais. C'est ça, c'est le droit, ça. Oui, mais non, le chien, il a le droit de rentrer. Excuse-moi. Détentrice de la carte d'invalidité qui autorise les aveugles à entrer avec leur chien, Christelle ne se dégonfle pas et prouve qu'elle est dans son droit. Mais il a le droit de rentrer. Hein. Tenez. Regardez, elle est en règle. Hein. Regarde, c'est deux personnes. Allez-y, faites mademoiselle, vous avez quelque chose, allez-y. Non, je vais rentrer. Dans tous les cas, je rentrerai. Oui, quand tu rentres, tu as besoin de quelque chose, quoi. Du service. Tenace, le gérant propose même de la servir en laissant le chien à l'extérieur. C'est tout ouvert, le front manger. Il n'y en a pas un gâteau. Oui. Ça tue, il y a quelqu'un, un chien comme ça. Pas personne vient acheter quelque chose ici. Il est éduqué pour pas y toucher, c'est un chien guide. Un chien guide. Regardez, on fait un test. Face à une telle fermeté, Christelle commence à se montrer impatiente et menace d'alerter les autorités. On appelle la police. Si vous voulez, j'appelle la police parce que c'est pas un souci. Hein. Mais je vous montre le texte de loi. Tenez. Il n'y en a pas rien, madame. Si il n'y en a pas, si vous avez quelque chose, quoi. Les services, allez-y. Vous avez quelque chose, comment il est là. Le responsable de la supérette restera campé sur ses positions. Ses arguments injustifiés auront eu raison de la pugnacité de Christelle. Nous nous sommes rendus au cabinet de maître Marcel Secaldi, avocat spécialiste du droit civil. En réalité, les personnes réfractaires bafouent un des articles fondamentaux de la juridiction française. Article 225.1 du Code pénal constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap. Or, la cécité est un handicap. Mais alors, que risque-t-il exactement? 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Descends. À droite. Si vous n'avez pas vu Elfie intervenir lors du litige qui a opposé sa maîtresse au commerçant, c'est tout à fait normal. Alexiane est éducatrice de chiens guides d'aveugles. Durant 8 mois, elle forme les canidés qui accompagneront les déficients visuels. La formatrice leur apprend à bien se comporter dans les espaces communs. Va devant. Allez, grand chien, va devant. Un comportement qui est observé dès le plus jeune âge. Nous, quand on les sélectionne tout petits, si on voyait un chiot qui montrait la moindre trace d'agressivité envers l'homme, on réforme tout de suite. Parce que pour aller avec la loi, c'est-à-dire le chien qui a le droit d'entrer partout, dans tous les lieux, recevant du public, sans port de muselière, il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité. Une étude de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles montre qu'un quart des lieux publics refusent leur accès aux non-voyants. Pour une question d'hygiène, certains endroits du quotidien peuvent interdire leur entrée aux chiens guides, mais la loi les oblige à posséder une salle annexe surveillée. Malgré cela, la moitié des non-voyants accompagnés de chiens guides sont refusés dans les hôpitaux ou les salles de sport. Fini les chiens et les chats, les nacs, nouveaux animaux de compagnie, sont aujourd'hui à la mode et les serpents se placent en tête de liste. Pourtant interdits à la vente en France, les venimeux attirent les propriétaires. Un certificat de capacité est nécessaire, mais beaucoup contournent la loi et par peur, certains finissent par les abandonner. Le trafic et l'abandon des serpents venimeux en France, un reportage de Margot Dullard et Océane Nicole. C'est à Arcueil, dans le 94, que nous avons rencontré Jeff. À 52 ans, ce passionné de reptiles possède chez lui une vingtaine d'espèces différentes. Pythons, boas, mais aussi crocodiles, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Voilà, donc on voit la longueur qu'il fait. Déjà une belle bête quand même. Et Jeff possède également 9 serpents venimeux très dangereux qu'il a placés à l'écart des autres.
À la vue de notre caméra, cette vipère du Gabon, serpent venimeux à sonnette, prévient du danger grâce au bruit qu'elle émet. Ces serpents venimeux, lui seul peut les approcher, il les manipule avec une très grande précaution. Donc on les bloque comme ça derrière la tête et on va le chercher. Voilà, il faut vraiment bien le prendre ici, bien derrière la tête. Parce que si on le prend à ce niveau-là, c'est trop loin. Il peut très bien se retourner et mordre. Parce que c'est une souplesse énorme. Je me suis fait mordre une fois, mais ça c'est de ma faute. J'ai fait une erreur pour gagner 2 minutes, j'ai perdu plus de 24 heures. Prends jamais confiance, parce que le jour où tu prends confiance, t'es mort. Et c'est grâce à des saisies que Jeff a pu obtenir la plupart des serpents qu'il possède chez lui. Ça c'est un python molure face granit. Alors lui c'est pareil, c'est un animal que j'ai récupéré suite à une saisie. Une personne qui faisait un peu trop de trafic sur internet et puis bah voilà. Ces serpents lui ont lui aussi été retirés en 2002 avant qu'il obtienne son certificat de capacité. Aujourd'hui, Jeff est en règle et dénonce les abus dont peuvent faire preuve certains propriétaires. Les gens qui sont attirés par des animaux dangereux, uniquement pour ça, c'est eux qui sont dangereux, quoi. Parce que ils considèrent ça comme une arme et ça peut devenir vraiment du grand n'importe quoi. Et cette attirance pour les animaux exotiques est un phénomène grandissant. Les NAC, nouveaux animaux de compagnie, font fureur en France. De plus en plus de personnes cherchent à adopter des animaux sauvages, parfois même dangereux. Mais la législation française est claire, un certificat de capacité est obligatoire pour obtenir un animal non domestique. Sur Internet, un marché illégal a fait surface. Pour les serpents venimeux pourtant interdits à la vente, les annonces affluent. De nombreux particuliers achètent et vendent leurs venimeux en contournant la loi. Nous avons alors tenté de nous procurer une vipère du Gabon, un serpent venimeux extrêmement dangereux proposé sur une annonce. J'ai vu votre annonce sur le site Reptile Mania où vous vendez une vipère du Gabon venimeuse. Vous la vendez toujours ? Oui, toujours. Parce que bah ouais, moi je suis plutôt intéressée et du coup c'est bien un serpent venimeux. Oui, c'est ça. Ok. Vous avez un certificat d'ailleurs ? Non, bah en fait voilà, moi malgré quelques réticences, le propriétaire a finalement accepté de nous vendre son serpent venimeux, bien que nous ayons spécifié que nous ne possédions pas de certificat de capacité. Demain vous êtes disponible ? Demain, bah oui, écoutez. Et du coup, vous a priori, oui, vous êtes d'accord pour me le vendre du coup ? Non, oui, non, il n'y a pas de souci. Enfin, bah, si vous avez... En acceptant de nous vendre son serpent, le propriétaire alimente le trafic des serpents venimeux. En France, la détention d'espèces dangereuses sans certificat peut être punie de 6 mois d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Un trafic qui indigne les associations de défense animale. C'est à Blois, dans le Loir-et-Cher, que l'association Planète Reptile tente de lutter contre le trafic des serpents. C'est par la prévention qu'elle cherche à diminuer un marché illégal toujours plus grandissant. Il y a des filières parallèles qui peuvent faire, par lesquelles certains animaux peuvent arriver. Et donc si on a tendance plutôt à prévenir les gens que la naissance en captivité est préférable pour toutes ces raisons-là, on aura déjà fait notre part de boulot, quoi. L'adoption de serpents venimeux est devenue un véritable phénomène de mode alimenté par Internet. Plutôt que de les acheter légalement à l'étranger, les propriétaires préfèrent se tourner vers des marchés parallèles plus attractifs. Les animaux dangereux ne sont pas autorisés à la vente en France, donc ça aussi ils en veulent. On va toujours chercher ce qu'on peut pas trouver, chez nous. Et c'est vraiment là qu'est l'intérêt, et puis c'est moins cher. Si on ramène des animaux qui sont prélevés en pleine nature, c'est moins cher que de les élever localement. Donc c'est aussi un côté économique. Et en plus de lutter contre le trafic, l'association Planète Reptile prévient les futurs acquéreurs des dangers de l'animal pour diminuer les risques d'abandon. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui acquièrent des animaux chez eux, mais qui ont toujours tendance à assimiler ça à un produit de consommation. Donc des fois, il faut les rappeler un peu à l'ordre et leur dire, voilà, vous avez quand même acheté une bestiole il y a tant de temps, il y a quelques semaines, là déjà vous en voulez plus, c'est quoi le problème, quoi. Il faut vraiment mettre les gens de temps en temps devant le fait accompli. Par peur, beaucoup finissent en effet par abandonner leurs serpents dans la nature. Pour éviter le danger, les pompiers sont mobilisés pour les récupérer.
Et la ferme tropicale est le seul centre d'Île-de-France à pouvoir les accueillir. Situé à Paris, il travaille à la réhabilitation des serpents abandonnés. Placés en zone protégée, certains sont venimeux et Charlie vérifie qu'ils se portent bien. Là, je regarde juste l'état de santé de l'animal, savoir s'il est en bonne santé, si tout va bien, s'il n'y a pas de parasites ou ce genre de choses, ça se voit généralement sur le ventre. Récupéré par les pompiers, ce serpent a été très affaibli par son abandon. Alors ça, c'est un Heterodon nasicus, un petit serpent américain, c'est aussi appelé le serpent à groin de cochon, et c'est un serpent qui est venimeux, en tout cas qui a des toxines. La ferme tropicale ne peut garder ou revendre les serpents venimeux car ils représentent un trop grand danger. Alors après leur avoir donné les premiers soins, ils tentent de trouver une personne capacitaire capable d'accueillir le reptile. Mais s'ils ne trouvent pas preneur, le serpent sera tué. Une bête venimeuse, je pense réellement que c'est un animal qui partira à l'euthanasie. Parce qu'on ne peut rien en faire. Le problème de ces bêtes-là, quand elles sont récupérées, c'est pas des animaux non plus qu'on peut relâcher, même dans leur milieu naturel. Vous avez beaucoup de bêtes qui peuvent être des portes saines de maladies, qui vont ne poser aucun problème à leur population, à leur groupe, dans la zone où ils se trouvent, mais qui peut être fatal pour une autre population. L'abandon de ces reptiles dans la nature représente donc un réel danger, et certaines précautions sont à prendre si vous en croisez un. Appelez les pompiers, c'est une des priorités. Ne pas l'attraper. Quelle que soit la bête, même si on pense que c'est un animal qui n'est pas dangereux, il faut vraiment faire attention. Le problème du venimeux, c'est que la moindre morsure peut vraiment être fatale. L'arrivée des nouveaux animaux de compagnie constitue un véritable fléau pour la société. En achetant ces reptiles, certains propriétaires pensent se procurer une véritable arme de défense. Les abus sont alors nombreux et à cause d'un marché illégal croissant, c'est aujourd'hui un jeu d'enfant que d'obtenir le plus dangereux des serpents. C'est la fin de notre émission, merci d'avoir suivi Animag. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition 100% animal. Très bonne journée à tous. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau.